Je m'appelle Harrison. J'ai 32 ans et il y a exactement 22 jours, j'ai payé près de $400 pour mon propre dîner d'anniversaire, tout cela pour rester assis à une table pendant que toute ma famille s'est relayée pour me démolir comme s'il s'agissait d'un sport de compétition au milieu d'un restaurant haut de gamme bondé. Mon propre père s'est levé, a levé son verre de vin et a porté un toast au fait que j'étais leur plus grande déception. Ils me sont ri au nez. Mais il y avait une chose énorme qu'ils ne savaient pas. La seule raison pour laquelle ils ne faisaient pas la queue au chômage ou ne faisaient pas face à une saisie immobilière brutale à ce moment précis, c'est parce que je finançais discrètement toute leur fausse vie de riche. Et en ce moment même, leur téléphone explose de derniers avis d'impayés. Et ils me supplient d'arrêter l'apocalypse financière que je viens de déchaîner sur eux. Avant que je ne vous raconte exactement comment j'ai démantelé leur parfait petit monde, appuyez sur le bouton « J'aime » si vous croyez au karma et à la justice. Et s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez. Je les lis tous et cela m'aide de savoir que je ne suis pas seul dans cette situation. Maintenant, retournons à la nuit où tout a volé en éclats. C'était un mardi soir. J'avais proposé d'inviter tout le monde pour mon 32e anniversaire. Je pensais sincèrement que nous pourrions simplement passer un dîner de famille normal et tranquille. Cela avait été une longue année et, malgré tout, je voulais juste une soirée de paix. Ils ont choisi une chaîne de restaurants italiens coûteuse dans les banlieues huppées. Ce n'était pas un steakhouse de luxe 5 étoiles, mais c'était assez cher pour que je sache que mon portefeuille allait en ressentir l'impact. Je travaillais dans la facturation médicale depuis des années, gagnant un salaire modeste et vivant dans un minuscule sous-sol loué pour économiser chaque centime possible. Je suis arrivé tôt ce soir-là. Je portais une chemise à boutons corrects. J'avais vraiment hâte de les voir. Je voulais croire que, pour une seule nuit, je pouvais être un fils et un frère, et non pas simplement un punching ball. Dès la seconde même où ils se sont assis, l'atmosphère était lourde de condescendance. Ma mère, Béatatrice, a commencé avant même que le serveur n'apporte le pain à l'ail sur la table. Elle m'a inspecté de haut en bas, ses yeux s'attardant sur le col légèrement effiloché de ma chemise, et m'a demandé comment se passaient les appels de réclamation à mon travail. Son ton dégoulinait de pitié. Le genre de fausse sympathie que l'on accorde à quelqu'un que l'on méprise en secret. J'ai pris une inspiration et j'ai commencé à lui parler d'une promotion pour laquelle j'espérais postuler. Un passage à un rôle de gestion qui augmenterait considérablement mon salaire. J'en étais fier, mais elle m'a complètement coupé la parole avant même que je puisse finir ma phrase. Elle s'est penchée en avant, a ajusté son foulard en soie de marque et a dit à tout le monde que lorsque ses amis du country club lui demandent ce que je fais, elle leur dit simplement que je travaille dans la tech. Elle a même fait des guillemets avec ses doigts manucurés. Elle a dit que dire aux gens que je gère des litiges de facturation dans un centre d'appel semble trop déprimant pour une famille avec notre réputation. Mon père, Montgomery, n'a pas raté une occasion. Il est intervenu directement pour se vanter de ma cousine. Il a annoncé haut et fort à toute la table qu'elle était agente immobilière et qu'elle venait de conclure une vente commerciale massive dans le sud. Il m'a regardé droit dans les yeux. Ses yeux se sont plissés dans un strabisme réprobateur et il a dit qu'il devait être agréable de se constituer un patrimoine et d'assurer un portefeuille immobilier au lieu de louer une chambre humide en sous-sol à un inconnu à mon âge. Il a dit qu'un vrai homme possède ses biens. Il a dit qu'un vrai homme ne vit pas comme un étudiant à 30 ans passés. Ma sœur Clara était assise juste en face de moi. Clara est le genre de femme qui mesure la valeur humaine aux étiquettes de marquées aux codes postaux. Elle a tendu la main par-dessus la corbeille de pain, a attrapé mon smartphone sans demander et a ouvert mon application bancaire. Je l'avais laissé tourner en arrière-plan après avoir vérifié mon solde sur le parking. Elle a tapoté l'écran, l'a brandi bien haut comme un trophée et a annoncé à toute la table que mon compte courant était à découvert de $52. Elle a ri. C'était un rire fort, perçant et vicieux qui a fait se retourner les clients de la table voisine. Elle a dit à mon frère Julien qu'il devrait prendre une capture d'écran, parce qui d'autre se pointe à son propre dîner d'anniversaire aussi fauché? Puis vint le moment qui m'a tordu l'estomac. Mon père s'est levé. Il a pris son verre de vin rouge coûteux. Il s'est raclé la gorge bruyamment pour attirer l'attention de tout le monde. Il a regardé ma mère. Il a regardé Clara. Il a regardé Julien. Il a regardé tout le monde sauf moi. Il a levé son verre et a dit, à notre plus grande déception, puisse-t-il au moins trouver une femme assez riche pour l'empêcher de revenir habiter à la maison. Ils ont tous entrechoqué leur verre juste au-dessus de ma tête. Ma mère a bu une gorgée de son vin,
a posé le verre délicatement et a ajouté de manière désinvolte qu'elle et mon père avaient récemment rencontré un avocat pour mettre à jour leur testament. Elle a regardé son assiette, coupant son poulet parmigiana, et a dit qu'ils avaient décidé que l'héritage irait entièrement aux frères et sœurs qui savaient vraiment gérer la richesse. Elle a dit que je gaspillerais tout héritage que je recevrais en nourriture à emporter bon marché et en loyer. Elle a menacé ma sécurité financière future au-dessus d'une assiette de pâtes, utilisant un avocat et un testament comme des armes pour me maintenir à ma place. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé la table. Je n'ai même pas essayé de me défendre. Je suis juste resté assis là, pétrifié. J'ai senti la chaleur monter à mes joues, une bouffée de pure humiliation. Ma mâchoire s'est serrée si fort que mes dents me faisaient physiquement mal. Personne ne m'a défendu. Mon frère Julien, l'enfant chéri de la famille, a simplement pointé sa fourchette vers moi avec un sourire narquois, me disant que je devais grandir et trouver une vraie carrière. J'ai discrètement fait signe au serveur et demandé l'addition. Lorsque le lourd porte-addition en cuir est arrivé, la note s'élevait à un peu plus de 400 $. J'ai sorti mon portefeuille et j'ai posé ma carte de crédit. C'était le seul morceau de plastique que je possédais qui n'était pas complètement au plafond. Mon père a tapoté ses poches, faisant semblant de chercher son portefeuille pendant environ 2 secondes avant de me tapoter l'épaule et de me demander si je m'en chargeais. Le héros du jour. J'ai hoché la tête. J'ai signé le reçu, laissant un pourboire généreux au serveur qui avait dû être témoin de ma dégradation publique, et je me suis levé. Dehors, sur le parking glacial, la température avait considérablement chuté, mais ils se sont tous remis à faire comme si nous étions une famille aimante et parfaite. C'était nauséabond. Ma mère m'a serré dans ses bras avec une étreinte qui sentait le parfum coûteux et a parlé des plans pour le dîner de Thanksgiving comme si elle n'avait pas menacé de me couper de son testament 20 minutes plus tôt. Julien m'a tapé dans le dos et m'a dit de trouver un meilleur travail. Clara m'a demandé si je voulais la photo de groupe qu'elle avait prise juste après le toast. Le toast exact où mon père m'avait traité d'échec. Personne ne s'est excusé. Personne ne m'a demandé si j'allais bien. Ils sont montés dans leur voiture rutilante et coûteuse et sont partis, me laissant seul sous la lumière jaune agressive des réverbères. J'ai marché jusqu'à ma voiture, une berline vieille de 10 ans avec une bosse sur la porte passager et un chauffage qui fonctionnait à peine. Je suis monté, je me suis garé et je suis resté assis dans le noir, moteur éteint, pendant un très long moment. Continuellement, ce mot résonnait dans mon crâne, rebondissant dans mon cerveau comme un poids physique. Déception. 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 J'avais passé toute ma vie d'adulte à essayer d'acheter leur amour, à essayer de prouver ma valeur, et ils venaient de passer 2 heures à me prouver que je n'étais rien de plus qu'une plaisanterie pour eux, un accessoire qu'ils utilisaient pour se sentir supérieurs. J'ai tourné la clé dans le contact. Le moteur a démarré dans un tout sautement. Je suis retourné à mon sous-sol loué dans le mauvais quartier de la ville. J'ai descendu les marches en béton jusqu'à mon appartement. Ça sentait légèrement le moisif et le vieux linge, un contraste saisissant avec le luxe dans lequel il vivait. Je n'ai pas allumé la lumière principale du plafond. Je n'ai pas enlevé mon manteau d'hiver. Je suis allé directement vers la petite table pliante qui me servait de bureau, je me suis assis sur la chaise en plastique bon marché et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je suis resté assis là dans la lueur bleu pâle de l'écran, à fixer les comptes bancaires qui avaient secrètement régi ma vie au cours des 6 dernières années. J'ai pensé à l'héritage que ma mère faisait miroiter au-dessus de ma tête comme une carotte. J'ai pensé à l'avocat qu'ils étaient censés avoir engagé pour me couper de leur testament. C'était hilarant, honnêtement. Ils parlaient de testament, de succession et de patrimoine générationnel alors que j'étais la personne exacte qui leur gardait un toit sur la tête. J'ai senti une sensation étrange m'envahir. Ce n'était plus de la tristesse. Ce n'était même plus de la colère. C'était de la clarté. Une clarté pure, sans mélange, aveuglante. J'ai réalisé que ma loyauté était une maladie. Je me mettais en feu pour les tenir au chaud et ils se plaignaient de l'odeur de la fumée. Il était temps d'extirper complètement l'infection. J'ai ouvert 3 comptes que je gérais en ligne. C'étaient les chaînes invisibles qui me maintenaient vers le bas tout en les élevant dans la haute société. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai passé 3 appels téléphoniques qui allaient changer le cours de l'histoire de ma famille pour toujours. Le premier appel était destiné à un organisme de prêt hypothécaire majeur. Je suis resté en attente pendant 20 minutes agonisantes, à écouter une musique d'ascenseur horrible pendant que mon sang battait dans mes oreilles. Enfin,
une représentante a décroché. J'ai vérifié mon identité, je lui ai donné le numéro de compte et je lui ai dit de retirer immédiatement ma carte de débit du profil de paiement automatique. La femme à l'autre bout du fil semblait confuse. Elle a noté que je n'étais pas le nom principal sur l'acte de propriété, juste la source de paiement. Elle m'a poliment averti que sans nouveau mode de paiement, le compte serait en défaut d'ici le 1er du mois. Elle a dit que des frais de retard s'appliqueraient et que la procédure de saisie pourrait commencer peu après. Je lui ai dit que je comprenais parfaitement et de supprimer la carte. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et j'ai senti un poids immense se soulever de ma poitrine. Ensuite, j'ai appelé la société de crédit automobile. Cette fois, je n'ai pas eu à attendre. J'ai dit à l'agent que j'étais le co-emprunteur pour une Ferrari de luxe et que je révoquais mon autorisation pour tout prélèvement automatique futur. L'agent m'a expliqué les conséquences très clairement. Il a dit que si l'emprunteur principal ne faisait pas le paiement, le véhicule serait en défaut, les ordres de reprise de possession seraient générés et nos deux scores de crédit en prendraient un coup sévère. Je lui ai dit que je ne me souciais plus de mon score de crédit. Je lui ai dit de le laisser brûler jusqu'au sol. L'agent a traité la demande et, dès la seconde où la communication a été coupée, j'ai senti un sourire tordu se former sur mon visage. Mon dernier appel était pour Monsieur Henderson, mon propriétaire. C'était un ancien professeur à la retraite qui vivait à l'étage dans la maison principale. C'était un homme strict mais juste. Il était tard, c'est donc tombé directement sur sa boîte vocale. J'ai laissé un message lui disant que je lui donnais mon préavis officiel de 30 jours. Je déménageais. Je l'ai remercié d'avoir été un bon propriétaire et je lui ai dit que je paierais le dernier mois en espèces. J'ai fermé mon ordinateur portable. La lumière bleue s'est éteinte, me laissant dans le noir total. Pour la première fois de ma vie d'adulte, mon argent m'appartenait. Le pipeline était coupé. Le barrage était rompu. Il ne me restait plus qu'à attendre que la sécheresse les frappe. Quand je me suis allongé sur mon matelas bon marché 2 heures plus tard, rien dans leur parfait petit monde n'avait encore changé. Ils riaient probablement encore de leur toast spirituel, dormant à poing fermé dans leur belle maison de banlieue. Ils n'avaient absolument aucune idée que je venais d'arracher le seul filet de sécurité qu'ils possédaient réellement sous leurs pieds. Demain matin, le compte à rebours de leur ruine financière commencerait officiellement, et j'allais regarder cela se produire sans lever le moindre petit doigt. Je pensais que le pire était passé. J'avais tellement tort. Le plus grand tour que ma famille ait jamais joué a été de convaincre le monde qu'il réussissait tout en me traitant comme l'échec de la famille. Mais si quelqu'un s'était donné la peine de regarder mes relevés bancaires au cours des 6 dernières années, il aurait vu une histoire très différente. Il aurait vu une prise d'otage déguisée en devoir familial. Tout a commencé quand j'avais 26 ans. Mon père, Montgomery, dirigeait une petite entreprise de construction commerciale. Il adorait être le patron. Il adorait entrer dans les réunions de copropriété locales en se composant un personnage de magnate de l'immobilier. Il portait des costumes sur mesure, fumait des cigares coûteux importés de l'étranger et parlait fort pour que tout le monde dans la pièce sache qu'il était là. Il voulait que tout le monde croie qu'il était un titan de l'industrie parti de rien. Mais la vérité était que son entreprise perdait de l'argent à grand débit. Il prenait des contrats sous la table, gérait mal les fonds de la société et essayait de maintenir une image qu'il n'avait tout simplement pas les moyens de s'offrir. Un soir, mon téléphone a sonné. C'était mon père. Sa voix n'avait pas cette arrogance retentissante habituelle. Elle était basse. Elle tremblait presque. Il m'a dit qu'ils étaient un peu courts pour le remboursement de l'hypothèque ce mois-ci. Il m'a demandé si je pouvais aider. Juste un prêt temporaire en attendant que de gros contrats commerciaux aboutissent. Leur maison est une coloniale de banlieue massive de 4 chambres avec un garage pour 3 voitures, une véranda enveloppante et une pelouse méticuleusement entretenue. L'hypothèque s'élevait à près de $3 000 par mois. Ma mère, Béatatrice, travaillait à temps partiel dans une boutique de vêtements haut de gamme, mais son chèque de paie couvrait à peine ses déjeuners au country club. Ses journées hebdomadaires au spa et les produits d'épicerie de luxe qu'elle s'obstinait à acheter juste pour impressionner les voisins. Je gagnais un salaire très moyen à mon travail de facturation médicale. Ce n'était pas un revenu massif, mais je vivais si économiquement que j'avais mis de côté une épargne correcte. J'aimais mes parents. Je ne voulais pas qu'ils perdent leur maison. Je ne voulais pas que ma mère affronte l'humiliation d'une saisie et que sa précieuse réputation soit ruinée devant ses amis. Alors,
Je me suis connecté à mon portail bancaire et j'ai configuré un virement automatique directement vers leur organisme d'hypothèque. Je me suis dit que ce ne serait que pour quelques mois. Je l'ai cru quand il a dit que l'entreprise repartirait, mais quelques mois se sont transformés en 1 an, puis 2 ans, puis 6. Chaque mois, plus de 1000 $ disparaissaient de mon chèque de paie avant même que je ne les voie. C'est pour cela que je vivais dans un sous-sol. C'est pour cela que j'achetais mes vêtements chez Walmart. C'est pour cela que je mangeais des nouilles instantanées 4 soirs par semaine pendant que mon père se vantait auprès de ses amis de son index au golf. Je maintenais silencieusement un toit sur leur tête, détruisant ma propre jeunesse et mon propre avenir pour préserver leur illusion de richesse. J'ai appris plus tard par un membre de la famille que ma mère savait exactement à quel point ils étaient fauchés pendant tout ce temps. Elle savait que l'entreprise de construction était morte. Elle refusait simplement de renoncer à son train de vie et elle savait que j'étais assez influençable pour être manipulé. Elle m'a délibérément maintenu dans un sentiment d'infériorité, me faisant croire que je leur redevais quelque chose juste pour que je n'arrête jamais de payer les factures. Elle a utilisé mon empathie comme une arme pour financer sa vanité. Elle me rappelait constamment tout ce qu'ils avaient sacrifié pour m'élever, plantant des graines de culpabilité si profondes dans mon esprit que je me sentais comme un criminel chaque fois que je songeais à arrêter les paiements. Et puis il y avait Julian. Julian est l'enfant chéri. Il a 2 ans de plus que moi et n'a jamais rien fait de mal dans sa vie selon mes parents. Il y a 4 ans, Julian a décroché un nouvel emploi de commercial dans une entreprise de logistique haut de gamme. Il s'est convaincu qu'il lui fallait un véhicule de luxe pour impressionner ses clients. Il disait, il faut s'habiller pour le poste qu'on veut, et apparemment, il faut conduire la voiture de l'homme qu'on veut être. Il est allé chez un concessionnaire de voitures d'exception et a choisi une superbe Ferrari rouge cerise. Le problème était que le score de crédit de Julian était une ordure absolue. Il avait des cartes de crédit au plafond, un historique de paiement manqué et un style de vie entièrement bâti sur la dette. Le concessionnaire s'est moqué de lui hors du bureau des financements lorsqu'ils ont vérifié son crédit. Ce soir-là, ma mère m'a appelé en pleurant. Elle était hystérique. Elle a dit que toute la carrière de Julian dépendait de cette voiture. Elle a dit qu'il était sur le point d'obtenir une promotion massive et qu'un bon frère se dévouerait pour aider sa famille à réussir. Elle m'a manipulé pendant plus d'1 heure au téléphone, tordant mon sens de la loyauté jusqu'à ce que je me sente comme un monstre à l'idée même de dire non. Elle a dit que ce n'était qu'une formalité, une signature sur un morceau de papier. Je suis allé chez le concessionnaire le lendemain et j'ai co-signé le prêt pour la Ferrari. Julian a juré sur sa vie que je n'aurais jamais à payer un seul centime. Il m'a serré dans ses bras, m'a appelé le meilleur frère du monde et a quitté le parking dans une voiture qui coûtait plus que ce que je gagnais en 3 ans. En moins de 3 mois, le prêteur m'appelait sur mon téléphone. Julian manquait des paiements. Il esquivait leurs appels, les envoyant directement sur sa boîte vocale. Au lieu de laisser le prêt faire défaut et de ruiner mon propre score de crédit, je suis allé en ligne et j'ai payé. Cela s'est produit encore et encore. Chaque fois que je le confrontais au sujet de l'argent manquant, ma mère intervenait. Elle insistait pour que je garde le secret. Elle me disait que je ne pouvais pas le dire à Clara ou à la tante Vivien parce que cela embarrasserait Julian et causerait des drames familiaux. Elle a présenté cela comme si j'accomplissais un devoir noble et silencieux. Elle disait que Julian traversait simplement une passe difficile. Il était sous une forte pression au travail et la famille devait le protéger. Alors, j'ai payé. J'ai regardé mon compte bancaire se vider chaque mois pour financer une super sportive que je n'étais même pas autorisé à conduire. Je subventionnais son style de vie de playboy arrogant pendant que je prenais le bus public les jours où ma vieille berline tombait en panne. J'étais sa banque personnelle et il me traitait comme un recouvreur de dettes gênant chaque fois que je lui demandais de contribuer. Ils avaient le droit de me regarder de haut. Ils avaient le droit de se moquer de ma vieille voiture et de mes chaussures bon marché. Ils avaient le droit de me traiter d'échec à chaque réunion de famille, à chaque dîner de Thanksgiving, à chaque fête de fin d'année. Pendant ce temps, ma sueur et mon stress étaient les fondations en béton qui empêchaient toute leur vie de s'effondrer en poussière. Le coût psychologique était insupportable. Je vivais dans un état constant de panique financière, terrifié par la moindre dépense imprévue parce que mes marges étaient incroyablement réduites. Je n'avais pas de plan d'épargne retraite. Je n'avais pas de fonds d'études pour de futurs enfants. Je n'avais rien d'autre qu'une montagne de dettes familiales que je remboursais en secret. J'étais épuisé, physiquement et mentalement vidé d'avoir porté le poids de 4 adultes sur mes épaules. J'ai perdu le sommeil. J'ai perdu du poids.
J'ai perdu le sentiment de ma propre valeur. La raison pour laquelle mon compte bancaire était à découvert de 52 $ la nuit de mon dîner d'anniversaire était une blague tordue suprême. 3 jours avant le dîner, ma mère m'a appelé en pleine panique. Le comté avait émis un dernier avertissement concernant des taxes foncières impayées et ils étaient drastiquement à court d'argent. Si les taxes n'étaient pas payées, une saisie conservatoire serait placée sur la maison. Elle pleurait en disant qu'elle ne pourrait pas faire face aux voisins si un avis était cloué sur leur porte. J'ai vidé jusqu'au dernier centime de mon compte courant pour couvrir leurs factures fiscales. Je leur ai littéralement donné mon dernier dollar pour qu'ils ne perdent pas leur précieuse demeure de banlieue. Et leur remerciement a été de me traîner dans un restaurant italien, de me forcer à payer mon propre repas d'anniversaire sur une carte de crédit à fort taux d'intérêt et de laisser ma sœur Clara exhiber mon solde bancaire négatif devant toute la salle de restaurant pendant que mon père me traitait de déception. Ils ont pris mon argent pour sauver leur maison, puis ils ont exécuté publiquement ma dignité pour le sport. Assis dans mon sous-sol froid après avoir passé ces 3 appels téléphoniques, le brouillard de la manipulation s'est enfin complètement dissipé. Je les ai vus exactement pour ce qu'ils étaient. Des parasites, des vampires émotionnels et financiers. Ils ne m'aimaient pas. Ils me m'aimaient pour ce que je pouvais faire pour eux. La loyauté familiale qu'ils prêchaient n'était rien d'autre qu'une chaîne qu'ils utilisaient pour me maintenir attaché à leur navire en train de couler. Ils avaient besoin que je sois le perdant pour qu'ils puissent être les gagnants. J'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration. Les prélèvements automatiques étaient annulés. L'argent restait enfin sur mon compte. Le flux d'argent frais qui alimentait leur arrogance était définitivement coupé. Tout ce que j'avais à faire maintenant était de traverser la tempête qui allait s'abattre. Je savais qu'ils s'en prendraient à moi quand l'échec soutrait. Mais cette fois, j'étais prêt. J'avais fini d'être leur bouclier. La mèche était allumée et l'explosion était inévitable. Les retombées ne se sont pas produites immédiatement. Le reste du mois de novembre s'est étiré. Je suis allé travailler, j'ai traité mes réclamations médicales et j'ai ignoré les messages désinvoltes de ma mère concernant les accompagnements que je devais apporter pour le dîner de Thanksgiving. Je n'ai pas répondu. Je n'y suis pas allé. Je suis resté assis dans mon sous-sol à manger un dîner de dinde congelée, à écouter le silence absolu d'un homme qui a enfin récupéré sa propre vie. C'était le Thanksgiving le plus paisible que j'ai jamais vécu. Puis le calendrier est passé au 1er du mois. Le jour du règlement de compte était enfin arrivé. À 9h15 précise du matin, mon téléphone a vibré fort sur mon bureau au travail. J'ai regardé. C'était un SMS de ma mère, Béatatrice. Il disait, « As-tu changé ta carte bancaire ? Le paiement automatique pour la maison n'est pas passé. La banque a essayé de prélever sur le compte de ton père et l'a mis à découvert. Règle ça à zap. » 10 minutes plus tard, un autre SMS est arrivé, celui-ci plus urgent. Harrison, réponds-moi tout de suite. La banque nous facture 35 $ de frais de découvert. Appelle-les et répare ta carte. Ton père est furieux. J'ai lu les messages, j'ai posé mon téléphone face contre table dans le tiroir de mon bureau et je suis retourné taper mon texte. J'ai senti mon rythme cardiaque augmenter légèrement, un effet résiduel d'années de conditionnement, mais je n'ai pas tendu la main vers le téléphone. À midi, mon père laissait des messages vocaux. Je les ai consultés pendant ma pause déjeuner, assis dans ma voiture sur le parking. Son ton est passé de confus à irrité puis à carrément furieux. Il a laissé un message en grognant qu'il détestait avoir affaire à des guichetiers de banque incompétents. Il a dit qu'il s'était rendu à la succursale et avait hurlé sur le directeur parce que le paiement avait rejeté. Il a exigé que je règle mes problèmes de carte avant que cela n'affecte son score de crédit. C'était presque comique. Il pensait toujours qu'il s'agissait d'un problème technique. Ils ne pouvaient pas concevoir que leur distributeur automatique personnel avait simplement décidé de s'éloigner de la machine. Ils étaient tellement aveuglés par leur propre sentiment de supériorité que l'idée même que je les coupe volontairement des vivres ne leur a jamais traversé l'esprit. Je n'ai répondu à aucun message. J'ai laissé le téléphone vibrer jusqu'à ce que la batterie soit vide. J'ai senti une étrange sensation de pouvoir enivrante grandir dans ma poitrine. Pour la première fois de toute ma vie, c'était moi qui tenais les cartes. Je communiquais mes limites à travers un silence pur et incassable. Je laissais la réalité de leur faillite s'abattre sur eux, un chèque rejeté à la fois. Lorsque mon quart de travail s'est terminé à 17h, je suis sorti par les portes coulissantes en verre de mon immeuble de bureau pour aller dans l'air frais du soir.
Le parking commençait à se vider. Je me suis dirigé vers ma vieille berline, clé en main, prêt à rentrer chez moi dans mon sous-sol calme. Soudain, une grande silhouette a surgi d'entre deux voitures garées, bloquant complètement mon chemin. C'était mon père, Montgomery. Il avait l'air débraillé, ce qui était un spectacle rare. Son costume sur mesure coûteux était froissé et sa cravate en soie était desserrée autour de son cou. Son visage était rouge et il respirait pesamment. Ses poings étaient fermement serrés le long de son corps. Il a exigé que nous parlions, gardant une voix basse mais dégoulinante d'un venin absolu. D'autres employés passaient à côté de nous, nous jetant des coups d'œil nerveux, sentant l'hostilité intense qui émanait de lui. Je me suis arrêté, gardant une distance de sécurité entre nous. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, et j'ai réalisé qu'il n'était qu'un vieil homme faisant semblant d'être un géant. C'était un imposteur, et sans mon argent, il n'était rien. Je lui ai dit platement que j'avais quelque part où aller. Il a frappé sa main à plat sur le capot de ma voiture. Le son a résonné fort dans le parking calme. Il a exigé de savoir pourquoi la société d'hypothèque disait que le profil de paiement avait été supprimé. Il a dit qu'ils avaient envoyé une lettre d'avertissement à la maison aujourd'hui par courrier recommandé. Il m'a demandé ce que j'avais fait. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je ne me suis pas senti intimidé. Je n'ai pas ressenti cette vieille peur d'enfance qui me paralysait habituellement lorsqu'il élevait la voix. Je me sentais juste épuisé par son existence. Je lui ai dit calmement que je l'avais annulé. J'ai dit, je l'ai mise en place il y a 6 ans comme une faveur temporaire et j'ai décidé de l'arrêter. Sa bouche s'est ouverte et fermée 2 fois. On aurait dit qu'il avait été frappé physiquement au torse. Il a sifflé que je ne pouvais pas simplement faire ça, qu'il comptait sur moi, que les affaires étaient lentes et que j'allais leur faire perdre la maison pour un caprice d'enfant. J'ai serré mes clés de voiture plus fort, le métal s'enfonçant dans ma paume. Je lui ai demandé s'il se souvenait de mon dîner d'anniversaire. Je lui ai demandé s'il se souvenait s'être levé avec son verre de vin pour porter un toast au-dessus de mon gâteau. Ses yeux ont dévié pendant une fraction de seconde. La lâcheté en lui était palpable. Il ne pouvait même pas assumer sa cruauté. Il a marmonné qu'il ne faisait que plaisanter, qu'il me donnait juste un coup de pouce pour faire mieux, pour mieux réussir. J'ai déverrouillé la porte de ma voiture. Je lui ai dit de considérer cela comme mon coup de pouce. J'ai dit que je donnais à ma plus grande déception un petit coup de pouce vers l'indépendance financière. Je lui ai dit de passer une bonne soirée, je suis monté dans la voiture, j'ai verrouillé les portes et j'ai fait marche arrière pour sortir de la place pendant qu'il restait là à crier mon nom à tue-tête. Je suis parti, le regardant rapetisser dans mon rétroviseur jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un point. Ce soir-là, la deuxième bombe a explosé. Julien a enfin consulté ses emails et a réalisé que le paiement de la Ferrari, qu'il supposait que j'avais discrètement couvert, était gravement en retard. La période de grâce était terminée et les frais de retard s'accumulaient. Il m'a appelé depuis un numéro différent pour que je décroche. Dès la seconde où j'ai répondu au téléphone, il a hurlé dans le combiné en me demandant si j'étais devenu fou. Il a exigé de savoir si j'avais arrêté de payer pour la voiture parce que la société de financement venait de l'appeler au travail, interrompant une réunion importante avec un client. J'ai gardé une voix parfaitement stable. Je l'ai laissé tempêter pendant quelques secondes avant de prendre la parole. Je lui ai dit que c'était sa voiture. Il l'a conduit et il doit la payer. Je lui ai rappelé qu'il avait signé les documents du prêt et que sa signature était sur la ligne pointillée, le rendant légalement responsable. Julien a perdu la tête. Il a crié qu'il n'avait pas le cash ce mois-ci, que je ruinais nos 2 scores de crédit juste pour prouver un pathétique point de jalousie. Je lui ai demandé s'il se souvenait d'avoir ri quand Clara a montré mon compte bancaire négatif à tout le monde. Je lui ai demandé s'il se souvenait d'être resté là pendant que papa me traitait de déception devant tout le restaurant. Julien a crié que c'était une blague et que je me comportais comme un psychotique. Sa voix a déraillé dans une panique véritable. Il était terrifié. L'enfant chéri réalisait enfin que l'or était faux et qu'il s'écaillait rapidement. Je ne me suis pas disputé avec lui. Je n'ai pas essayé d'expliquer ma douleur. Je n'ai pas demandé d'excuses parce que je savais qu'elle ne signifierait rien, juste des mots vides pour obtenir le paiement de sa voiture. J'ai simplement dit, bienvenue dans la vie adulte, Julien. Et j'ai raccroché. J'ai bloqué son numéro immédiatement. Je savais que Julien n'avait pas l'argent.
Il dépensait tout ce qu'il gagnait en montres coûteuses, en vêtements de marque et en paix de tournée de verre dans des bars haut de gamme pour avoir l'air d'un grand ponte aux yeux de sa fiancée, Pénélope. Il se noyait dans sa propre vanité, menant un train de vie entièrement financé par ma souffrance. Je venais de retirer le seul canot de sauvetage qui le maintenait à flot. La tempête était officiellement arrivée et je la regardais depuis une distance sûre, totalement immunisée contre le chaos. Mais un animal acculé est des plus dangereux et ma famille s'apprêtait à me montrer à quel point elle pouvait être vicieuse. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Wallace, le garde de sécurité dans le hall de mon immeuble de bureau. Wallace et moi bavardions toujours le matin de baseball et de météo. C'était un chic type, un homme franc. Il semblait tendu au téléphone. Il m'a dit qu'il y avait un gars dehors qui faisait une scène monumentale, prétendant être mon frère, exigeant de monter à mon étage pour me voir. Je me suis dirigé vers les baies vitrées du sol au plafond de mon appartement et j'ai regardé en bas vers le parking des visiteurs. En bas, Julien arpentait le trottoir comme un fou. Mais il n'était pas seul. Une camionnette de remorquage lourde avec des gyrophares jaunes reculait vers sa précieuse Ferrari rouge cerise. J'ai regardé, sentant un sentiment de justice froid et dur m'envahir alors que Gus, le remorqueur, accrochait les épaisses chaînes métalliques sous le châssis de la super sportive. Julien hurlait, agitant frénétiquement les bras, essayant de bloquer physiquement le chauffeur pour l'empêcher de sécuriser le véhicule. Wallace et un autre garde de sécurité avaient fait un pas dehors pour maintenir Julien à l'écart du bâtiment et hors du passage du remorqueur. Se tenant à quelques mètres de là, les bras croisés, se trouvait Pénélope, la fiancée de Julien. Même de 3 étages plus haut, je pouvais voir le dégoût absolu sur son visage. Elle a crié quelque chose à Julien, a retiré l'énorme bague de fiançailles en diamant de son doigt, l'a lancé directement sur son torse et s'est éloigné vers la rue pour acheter un taxi. Julien a levé les yeux. Il m'a vu me tenir à la fenêtre. Je pouvais voir la rage et la terreur absolue sur son visage. Sa vie parfaite s'effondrait sur le bitume. Il m'a pointé du doigt, hurlant quelque chose que je ne pouvais pas entendre à travers le verre épais. Je n'ai pas fait de signe de la main. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas jubilé. J'ai juste regardé son symbole de statut, la machine que j'avais payée de ma propre sueur et de ma dignité, être remorquée le long de l'avenue. Le camion de remorquage qui s'éloignait n'emportait pas juste une voiture. Il emportait toute la fausse identité de Julien. Il emportait ses fiançailles, sa fierté et son illusion de réussite. Mon frère marchait enfin sur ses propres pieds, et la réalité de la gravité le frappait de plein fouet. L'enfant d'or était terni. La semaine qui a suivi la saisie de la Ferrari de Julien, ma famille a perdu le moindre reste de santé mentale qui lui restait. Ils sont passés à un assaut tactique à grande échelle. Ils ont réalisé que je ne bluffais pas. Le distributeur automatique était définitivement hors service. Ma mère a traversé la ville et s'est présentée à mon sous-sol loué. Je n'étais pas à la maison, mais Monsieur Henderson, mon propriétaire, était dehors en train de réparer une tête d'arrosage cassée. Monsieur Henderson m'a raconté plus tard qu'elle a remonté l'allée en exigeant qu'on la laisse entrer dans mon appartement. Elle lui a dit que je faisais une dépression nerveuse grave et que je volais de l'argent de l'entreprise familiale. Monsieur Henderson, un retraité qui ne tolérait aucun caprice de quiconque, l'a calmement informé qu'il n'était pas autorisé à laisser entrer qui que ce soit dans le logement d'un locataire sans mandat de perquisition de la police. Lorsqu'elle a tenté de le bousculer pour s'approcher de ma porte, il a sorti son téléphone et a menacé d'appeler la police pour violation de propriété privée. Elle est repartie en trombe en faisant crisser ses pneus, laissant des traces de gomme noire sur l'asphalte. Comme ils ne pouvaient pas m'atteindre physiquement, ils ont utilisé leurs émissaires. Ils ont embrigadé les singes volants. Ma tante Vivien a commencé à me laisser des messages vocaux depuis l'arrière-boutique du salon de coiffure qu'elle dirigeait. Les messages dégoulinaient de venin et de fausses bien-pensances. Elle m'accusait de détruire les vieux jours de mes parents, me traitant d'ingrat, d'égoïste et de cruel. Elle disait que je ruinais le nom de la famille et que je brûlerais en enfer pour avoir abandonné ma mère dans son moment de besoin. Elle a menacé de me couper des concessions funéraires familiales. Puis j'ai reçu un SMS de ma mère. Il était bref et d'une terrifiante fermeté. Elle a écrit que si je n'appelais pas mon père pour m'excuser et régler les comptes bancaires avant midi aujourd'hui, je n'étais plus son fils, et elle m'effacerait de la famille pour toujours. Elle a menacé d'un procès pour préjudice moral. La pression était suffocante. Il me manipulait psychologiquement à une échelle industrielle,
essayant de me faire croire que garder mon propre chèque de paie était un acte de violence criminelle à leur encontre. Ils voulaient que je craque. Ils avaient besoin que je craque. J'ai lu le message de ma mère alors que j'étais assis dans la salle de pause au travail. Les néons bourdonnaient de manière agressive au-dessus de moi. Pendant une seconde brève et terrifiante, le petit garçon en moi a voulu capituler. Le conditionnement était si profond. Il voulait décrocher le téléphone, s'excuser de causer des problèmes et transférer l'argent juste pour que les cris s'arrêtent, juste pour avoir à nouveau une famille, même toxique. Il est incroyablement difficile de défaire des décennies d'abus psychologiques. C'est alors que Naomi, une analyste senior qui était assise quelques bureaux plus loin, a fait glisser une tasse de café bien chaud de l'autre côté de la table. Naomi était vive, gentille et incroyablement observatrice. Elle s'est assise en face de moi, a regardé mon visage pâle et moite, et m'a demandé ce qui ne allait pas. La digue a cédé. Je n'ai pas pleuré, mais je lui ai tout raconté. Les mots ont déferlé. Le dîner d'anniversaire, les paiements d'hypothèques secrets, la saisie de la Ferrari, les menaces d'hérédité, les menaces de procès concernant l'héritage, la garde de mes propres finances, tout. Naomi n'a pas offert de platitudes vides. Elle ne m'a pas dit que, la famille, c'est la famille. Elle m'a regardé avec une intensité féroce et m'a posé une question toute simple, si ces gens étaient des inconnus croisés dans la rue, les laisserais-tu te traiter ainsi? J'ai murmuré, non. Elle a demandé pourquoi partager le même ADN leur donnait un passe-droit pour détruire ma vie et voler mon avenir. Elle a tiré son ordinateur portable vers elle et m'a dit que j'avais 6 ans d'expérience spécialisée en facturation médicale, que j'étais méticuleux, hautement qualifié, profondément sous-payé et en train d'étouffer dans cette ville toxique. Elle a dit que j'avais besoin d'une promotion, non seulement dans ma carrière, mais dans ma vie. Pendant les 3 jours suivants, durant nos pauses déjeuner, Naomi m'a aidé à reconstruire mon CV professionnel de zéro. Elle a mis en valeur mes forces. Elle m'a transmis une offre pour un poste à distance dans une start-up en pleine croissance de la health tech basée sur la côte ouest. La tranche salariale était considérablement plus élevée que tout ce que j'avais jamais vu. C'était un montant qui change une vie. J'ai postulé le soir même. En moins de 48 heures, j'avais un entretien vidéo à distance programmé avec le PDG de l'entreprise. Je savais que je ne pouvais pas passer l'entretien dans mon sous-sol. Je savais que ma mère ou Julien pouvaient se pointer et frapper à la porte en plein milieu, sabotant ma seule issue de secours. J'ai donc empaqueté ma vie dans le coffre de ma vieille berline. Tout ce que je possédais tenait dans 2 valises et 3 bacs en plastique. J'ai conduit jusqu'à l'autre bout de la ville et j'ai pris une chambre dans un hôtel pour séjour prolongé, payant un mois en espèces d'avance pour éviter toute trace écrite. J'ai installé mon ordinateur portable sur un petit bureau dans la chambre d'hôtel, avec un mur beige vierge derrière moi. J'étais terrifié. Mes mains tremblaient alors que je cliquais sur le lien pour rejoindre l'appel vidéo. Mais pour la première fois de ma vie, j'avançais et j'étais absolument déterminé à ne jamais regarder en arrière. La tempête faisait rage dehors. Mais à l'intérieur de cette chambre d'hôtel, je construisais mon propre calme. Le matin de mon entretien, je me suis réveillé dans cette chambre d'hôtel stérile des heures avant même que le soleil ne songe à se lever. Les murs étaient d'un beige terne et sans vie. La moquette était complètement usée près de la lourde porte en bois, et le vieux mini-frigo dans le coin émettait un cliquetis métallique fort qui vibrait dans le plancher. Mais alors que je m'allongeais là dans le noir, à fixer le plafond en crépi, cela me semblait être un sanctuaire absolu. Personne ne savait où j'étais. Il n'y avait pas de coups agressifs à ma porte. Pas de messages vocaux manipulateurs de ma mère exigeant que je renonce à mon chèque de paie. Pas de SMS arrogant de mon père me disant que j'étais un échec. Pour la toute première fois en 6 années agonisantes, l'air dans mes poumons m'appartenait réellement. Je ne respirais plus pour eux. J'ai pris une longue douche extrêmement chaude, laissant la vapeur dissiper la panique résiduelle qui habitait ma poitrine depuis le dîner d'anniversaire. J'ai enfilé une chemise blanche habillée, nette et parfaitement repassée, j'ai ajusté mon col et j'ai méticuleusement vérifié le cadrage de la caméra de mon ordinateur portable pour m'assurer que l'arrière-plan derrière moi était complètement neutre. J'avais besoin de ce travail. Je ne le voulais pas seulement. J'en avais besoin comme d'une bouée de sauvetage pour m'extirper complètement des sables mouvants financiers toxiques dans lesquels ma famille m'avait entraîné. Lorsque l'appel vidéo s'est connecté, je me suis retrouvé face à face avec Victor, le PDG d'une start-up de la health tech en forte croissance basée sur la côte ouest. Victor était un homme pragmatique,
vif et profondément direct qui ne perdait pas une seconde en bavardages inutiles. Il a regardé son écran, passant mon CV en revue, puis a fixé la caméra et a immédiatement commencé à poser des questions incroyablement dures et complexes sur la gestion du cycle des revenus, les codes de rejet d'assurance et la manière d'optimiser les logiciels de facturation pour empêcher les grandes entreprises de santé d'exploiter de petites failles. Il me testait. Il poussait pour voir si j'étais juste un autre candidat qui exagérait sur le papier. Je n'ai pas trébuché. Je ne me suis pas remis en question et je n'ai pas laissé ma voix trembler. J'ai réalisé à ce moment exact que toutes ces années passées assis dans mon sous-sol humide à traiter méticuleusement des réclamations médicales complexes pour éviter à mes parents d'affronter un procès massif ou une saisie immobilière brutale m'avaient transformé en un expert absolu dans mon domaine. J'ai répondu à chaque question avec une précision chirurgicale. Je l'ai guidé à travers une refonte complète du flux de travail que j'avais conçu des mois auparavant, un système que mon ancien patron avait complètement ignoré parce qu'il était trop paresseux pour le mettre en œuvre. J'ai expliqué les métriques exactes, le recouvrement de revenus projetés et les protocoles de conformité. Pour la toute première fois de toute ma vie d'adulte, je me suis senti véritablement compétent. Je me suis senti comme un professionnel hautement valorisé. Je n'étais pas le punching ball de la famille. Je n'étais pas le gars censé être trop stupide pour gérer un simple compte courant. J'étais un homme qui connaissait son immense valeur et pouvait le prouver avec des données brutes. À la fin de l'entretien d'1 heure, Victor s'est adossé dans son lourd fauteuil d'exécutif en cuir, a retiré ses lunettes de lecture et a affiché un sourire sincère et chaleureux. Il m'a dit que je connaissais mon sujet mieux que des analystes seniors 2 fois plus âgés que moi qui exigeaient le double de la rémunération. Il a dit qu'il ne voulait pas perdre de temps avec des 2e et 3e tours d'entretien, faisant traîner le processus pendant qu'une autre entreprise me récupérerait. Il m'a offert le poste sur le champ. Il a dit que les ressources humaines m'enverraient la lettre d'offre officielle et juridiquement contraignante avant la fin de la journée. Le salaire de base était de 72 000 $ par an, entièrement à distance avec des avantages incroyables, une assurance maladie, des options d'achat d'actions et une voie claire et structurée vers une promotion majeure au cours des 12 premiers mois. J'ai coupé le micro pendant une fraction de seconde. J'ai fermé les yeux, j'ai pris une profonde inspiration tremblante et j'ai senti une seule larme chaude couler sur ma joue. C'était une larme de pure libération, sans mélange. J'ai réactivé mon micro, gardé ma voix parfaitement stable et dit à Victor que l'offre semblait absolument parfaite. Lorsque cette lettre d'offre officielle est arrivée dans ma boîte de réception plus tard dans l'après-midi, je m'en suis assis sur le bord du matelas ferme de l'hôtel et j'ai simplement fixé les chiffres lumineux sur l'écran. 72 000 $. C'était réel. C'était tangible. Je l'ai imprimé au centre d'affaires juste pour tenir le papier dans mes mains. J'avais un nouvel emploi, un nouveau revenu massif et la distance physique pour tout recommencer complètement. Parce que je ne vidais plus de 1 000 $ par mois pour financer le faux empire immobilier de mon père et la Ferrari rouge cerise de mon frère, ce nouveau salaire signifiait que j'allais être complètement, inatteignablement indépendant financièrement. Je pensais que le pire de la tempête était enfin derrière moi. Je pensais que le silence absolu de ma famille au cours des derniers jours signifiait qu'ils avaient enfin abandonné, contacté un avocat spécialisé dans les faillites pour gérer leur pétrin et accepter leur sort inévitable. J'avais tellement tort. Le venin ne faisait que s'accumuler dans le noir, attendant le moment exact pour frapper. 2 jours plus tard, j'ai conduit jusqu'à une grande épicerie de banlieue tentaculaire à la sortie de la ville pour acheter quelques fournitures de base pour ma chambre d'hôtel. C'était un mardi soir, exactement 3 semaines depuis ce terrible dîner d'anniversaire qui avait tout changé. Je marchais dans l'allée des céréales, poussant lentement mon caddie en métal, me sentant réellement en paix. Le magasin était calme, diffusant une musique pop douce dans les haut-parleurs. Je calculais mentalement la rapidité avec laquelle je pourrais me constituer une épargne et peut-être même commencer à envisager d'acheter un bien immobilier à moi un jour. Je rêvais d'un avenir qui m'appartenait enfin. Soudain, un lourd caddie a percuté violemment l'avant du mien. Le métal a entrechoqué si fort qu'une femme âgée debout près des flocons d'avoine a sursauté, a fait tomber une boîte et a regardé avec un choc pur. J'ai agrippé la poignée de mon caddie fermement, me préparant à une confrontation avec un client distrait, et j'ai levé les yeux. Mon cœur a frappé contre mes côtes si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Debout là, serrant la poignée en plastique rouge de son caddie jusqu'à ce que ses articulations soient d'un blanc livide, se trouvait ma sœur aînée, Clara. Elle ne ressemblait en rien à la femme hautaine, riant, parfaitement apprêtée qui avait brandi mon compte bancaire à découvert comme un trophée dans ce restaurant italien haut de gamme.
Elle avait l'air complètement déséquilibrée. Elle avait l'air totalement épuisée. Les cernes très sombres sous ses yeux étaient lourds et marquaient son visage, comme si elle n'avait pas dormi une heure entière depuis une semaine. Ses cheveux coûteux coiffés en salon étaient attachés en un chignon désordonné et gras, et elle portait un trench coat froissé par-dessus un pantalon de survêtement large. Mais l'épuisement physique n'avait pas adouci sa personnalité toxique. Au contraire, le désespoir l'avait rendue incroyablement vicieuse et dangereuse. Elle a poussé son caddie en avant à nouveau avec un élan soudain de force agressive, coinçant efficacement mon caddie contre l'étagère en métal contenant les barres de petit déjeuner. Elle me voulait physiquement piéger dans l'allée. Elle a sifflé entre ses dents, gardant une voix basse mais frénétique, me demandant si j'avais la moindre idée de la difficulté qu'elle avait eue à me trouver. Ses yeux balayaient nerveusement les alentours pour voir si quelqu'un nous écoutait, son obsession pour les apparences étant toujours intacte même alors que son monde brûlait. Elle a dit qu'elle avait tourné dans ce quartier pendant 3 jours d'affilée, vérifiant chaque épicerie et station-service, espérant que je me montrerais parce que je n'étais pas à mon appartement en sous-sol. Elle m'a traité de lâche. Elle a demandé, quel genre d'homme malade se cache de sa propre chair et de son propre sang quand sa famille est au milieu d'une crise catastrophique? Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas répondu à son énergie frénétique et agressive. J'ai calmement placé une boîte de céréales dans mon caddie, gardant des mouvements lents et délibérés pour lui montrer qu'elle n'avait absolument aucun contrôle sur mon système nerveux. Je lui ai dit que je ne me cachais pas. Je lui ai dit que j'avais déménagé, et que les gens déménagent quand ils veulent être plus proches de la paix et de la tranquillité, loin des environnements toxiques. Clara a laissé échapper un rire aigu et amer qui a résonné le long du couloir. Elle a demandé si je pensais avoir le droit à la paix après ce que j'avais fait à maman et papa. Elle a fait le tour du côté de son caddie, réduisant la distance entre nous. Elle a dit qu'il perdait littéralement la tête. Elle m'a dit que papa arpentait le parquet toute la nuit, buvant beaucoup, criant contre les murs. Elle a dit que maman faisait de graves crises de panique et refusait de quitter la maison parce qu'elle était terrifiée à l'idée qu'un voisin puisse la voir pleurer. Elle a dit que la banque avait envoyé un avis juridique officiel via un avocat et qu'il parlait d'une procédure de saisie immédiate. Elle a attrapé mon bras, ses ongles s'enfonçant dans mon manteau d'hiver, et m'a demandé si je comprenais ce que cela signifiait. Elle a dit qu'ils pouvaient perdre la maison, le quartier, tout leur statut social. Elle a dit que toute leur vie, tout leur héritage était lié à ce bien immobilier. J'ai regardé sa main serrer mon manteau. Je ne l'ai pas repoussé. J'ai juste fixé sa main jusqu'à ce qu'elle sente la froideur absolue émaner de moi et la retire. Je l'ai regardée dans les yeux et j'ai répondu que je comprenais exactement comment fonctionnent les banques. J'ai dit, quand vous ne payez pas vos factures, la banque reprend le bien. Je lui ai dit que c'était la procédure légale standard et qu'ils auraient dû mieux planifier. Le visage de Clara est devenu rouge d'une colère intense. Elle s'est approchée encore plus, envahissant mon espace personnel, pointant un doigt manucuré et tremblant directement vers ma poitrine. Elle m'a dit que ce n'était pas une plaisanterie. Elle a dit, tu as annulé les paiements automatiques sans le dire à personne, leur retirant le tapis sous les pieds en pleine nuit juste pour les punir d'un mauvais dîner. Elle m'a accusé de me comporter comme un enfant gâté et vindicatif qui fait un caprice. Elle a dit, papa parle littéralement à un avocat en ce moment même pour voir s'il y a un recours juridique qu'il peut déposer contre la banque pour prêt usuraire ou contre toi pour préjudice moral et rupture de contrat verbal. Elle a dit qu'il faut une avance massive pour engager un avocat, de l'argent qu'ils n'ont pas en ce moment parce que je les ai égoïstement coupés sans préavis. Elle était incroyablement aveugle. Elle avait vécu dans cette bulle d'arrogance si épaisse et isolée pendant si longtemps qu'elle croyait sincèrement que nos parents étaient d'innocentes victimes d'un système bancaire cruel et sans cœur, et que mon chèque de paie dûment gagné leur appartenait de droit par le sang. Elle croyait réellement que je leur devais mon salaire comme une taxe pour avoir le privilège d'exister en leur présence. Je lui ai dit platement qu'ils n'avaient pas besoin d'un avocat. J'ai dit qu'ils avaient juste besoin de payer leur propre hypothèque comme des adultes normaux. Clara a craqué, sa voix montant et résonnant dans l'allée, oubliant complètement les autres clients. Elle a crié, demandant avec quel argent. Elle a dit, tu savais que l'entreprise de construction de papa luttait avec le marché immobilier depuis des années. Elle a dit, tu savais que maman ne travaillait qu'à temps partiel et ne pouvait pas couvrir les factures. Elle a prétendu qu'il comptait entièrement sur ce filet de sécurité que je fournissais. Et puis elle a abordé le cas de Julien. Elle a dit, tu as détruit sa vie aussi. Elle a dit que sa Ferrari avait été saisie directement sur le parking de son entreprise sous les yeux de son patron et de tous ses collègues. Elle a dit qu'il faisait face à un coup dur sur son crédit,
un procès potentiel de la part du prêteur pour la dépréciation, et que Pénélope avait rompu les fiançailles, repris la bague et exigé la garde exclusive du Golden Retriever qu'ils avaient acheté ensemble. Elle a dit que Julien ne pouvait même pas se faire approuver pour un simple bail d'appartement en ce moment et avait dû demander à maman de piocher dans ses économies de retraite pour l'aider à obtenir une location. Et elle a dit que maman ne pouvait même pas faire ça parce que ses comptes étaient complètement bloqués par la banque en raison des découverts massifs que j'avais causés. Elle est restée là à halter, à déclamer, étalant devant moi l'effet domino massif de ma seule décision d'arrêter d'être leur paillasson absolu. C'était en fait fascinant à entendre. C'était comme écouter une symphonie de conséquences. Chaque tragédie qu'elle énumérait était simplement la conséquence naturelle de leur mode de vie à des années-lumière au-dessus de leurs moyens. J'étais juste le gars qui avait enfin éteint la machine à imprimer de la fausse monnaie. Je pensais que le pire était passé. J'avais tellement tort. La confrontation finale allait se dérouler ici même, à côté des flocons d'avoine. J'ai regardé ma sœur avec un détachement clinique et froid. Je ne ressentais pas la culpabilité habituelle qui me tordait l'estomac chaque fois qu'elle élevait la voix. J'ai dit, Julien est un homme adulte avec un salaire. Il a signé les documents légaux pour un véhicule de luxe. S'il ne peut pas payer la mensualité, il devrait prendre le bus public comme le reste du monde. Clara m'a regardé comme si j'étais un extraterrestre venu d'une autre planète. Elle ne pouvait pas comprendre les mots qui sortaient de ma bouche. Elle a dit, la famille est de la famille. Elle a dit, nous partageons le même sang, et j'étais censé être loyal. Elle a dit que maman lui répétait toujours que j'étais le plus difficile, l'égoïste, le fils qui ne cadrait pas dans leur tableau parfait. Mais elle n'avait jamais pensé que je serais aussi sans cœur et cruel. Elle a dit que la tante Vivien racontait à tout le monde dans son salon que j'envoyais pratiquement nos parents à un enterrement prématuré avec le stress extrême que je leur causais. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas croire que j'abandonnerais mon propre sang, mes propres parents, pour une plaisanterie stupide et inoffensive sur mon solde bancaire. Ma voix a baissé d'une octave complète. L'atmosphère dans l'allée semblait se glacer. J'ai fait un pas en avant, la forçant à faire un demi-pas en arrière contre son propre caddie. Je lui ai dit que ce n'était pas une plaisanterie. J'ai dit que c'était une exécution. Je lui ai rappelé qu'il m'avait humilié en public. Je lui ai rappelé qu'il s'était moqué de ma carrière, la carrière qui les maintenait secrètement à flot. Je lui ai rappelé qu'elle avait ri et exhibé mon compte bancaire vide pendant que papa me traitait de plus grande déception. Je lui ai rappelé que maman avait menacé mon héritage, parlant de modifier le testament pour me couper les vivres et disant à tout le monde que je le gaspillerais de toute façon. Clara a agité la main d'un geste hautain, roulant des yeux comme si elle chassait une mouche gênante. Elle m'a dit de grandir. Elle a dit qu'ils essayaient juste de me motiver. Elle a dit que j'étais coincé dans ce travail de facturation médicale sans avenir depuis des années, louant un sous-sol humide, ne possédant aucun actif. Elle a littéralement dit qu'ils essayaient de me donner une leçon de réalité pour que je fasse enfin quelque chose de ma vie au lieu d'être un fardeau financier pour le nom de la famille. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé dans les yeux. J'y ai vu une conviction absolue. Elle croyait réellement que j'étais un échec. Elle croyait réellement que j'étais le maillon faible de la chaîne familiale. Ils avaient tous gobé le mensonge massif fabriqué par nos parents pour couvrir leur propre incompétence financière catastrophique. Il était plus facile de faire de moi le bouc émissaire, de me peindre comme le perdant, que d'admettre que le roi et la reine de la banlieue étaient complètement fauchés. J'ai répété les mots lentement, savourant l'ironie amère sur ma langue. Une leçon de réalité. Clara a exigé que je règle ça tout de suite. Elle a dit que je devais appeler la société d'hypothèque pendant qu'elle restait là. Elle m'a dit de remettre ma carte sur le dossier et de payer les impayés massifs avant la fin de la journée. Elle a dit que si je faisais cela, maman promettait de me pardonner. Maman ne me forcerait même pas à m'excuser devant toute la famille pour avoir causé ce terrible drame. Elle a dit que nous pourrions simplement faire comme si toute cette vilaine phase n'avait jamais existé, que je pourrais quand même venir au dîner de Thanksgiving et que nous avancerions en famille comme si de rien n'était. Elle m'offrait sincèrement une place à la table de mes tortionnaires, supposant que je serais désespéré et reconnaissant de la prendre. Elle pensait que la menace ultime d'être exclu du dîner de Thanksgiving, d'être éloigné de sa présence toxique, suffisait à me faire céder mon chèque de paie pour le reste de ma vie. J'ai serré la poignée de mon caddie. J'ai senti le plastique lisse sous mes paumes. Je n'étais plus en colère. La rage ardente s'était éteinte il y a des jours, ne laissant rien d'autre qu'une précision chirurgicale et froide.
Il était temps de lui montrer exactement à qui elle s'adressait. Il était temps de brûler la grande illusion jusqu'au sol. J'ai regardé Clara droit dans les yeux, ma posture complètement détendue, appuyée de manière désinvolte contre mon caddie. Je lui ai demandé si elle voulait vraiment parler de leçons de réalité. Ma voix était si calme, si dépourvue de toute émotion qu'elle semblait la déstabiliser profondément. Elle a arrêté de se pencher en avant et a fait un autre petit demi-pas en arrière, ses yeux balayant mon visage, cherchant le frère qu'elle avait l'habitude de martyriser. Elle a demandé sur la défensive de quoi je parlais. J'ai tendu la main dans la poche de mon manteau d'hiver et j'ai lentement sorti mon smartphone. C'était exactement le même smartphone qu'elle avait violemment arraché de la table au restaurant italien pour m'humilier. J'ai déverrouillé l'écran avec mon pouce, mais je n'ai pas ouvert mon compte courant pour lui montrer mon solde négatif de 52 $. J'ai ouvert un dossier séparé et hautement sécurisé sur mon écran d'accueil, un dossier contenant des relevés PDF officiels téléchargés depuis mon compte bancaire principal. Je m'en suis approché beaucoup plus de son caddie, réduisant la distance physique entre nous jusqu'à ce qu'elle n'ait nulle part où regarder ailleurs que sur l'appareil. Je lui ai dit qu'elle aimait tant regarder mes finances, qu'elle devrait jeter un très bon coup d'œil à ça. J'ai brandi le téléphone juste devant son visage. La luminosité de l'écran était poussée au maximum, éclairant les cernes sous ses yeux sous la lumière des néons. Je lui ai dit de ne pas faire défiler. Je lui ai juste dit de lire les lignes surlignées. Clara a plissé les yeux, sincèrement confuse. Elle a regardé l'écran lumineux. Ses yeux ont parcouru la première ligne de texte surlignée, virement à Montgomery et Béatatrice, 1200 $. Motif, paiement hypothèque. Son front s'est profondément plissé. Elle a levé les yeux vers moi et a demandé ce que c'était. Je lui ai ordonné calmement, fermement, de continuer à lire. Elle a verrouillé son regard à nouveau sur l'écran. Ses yeux se sont déplacés vers la ligne surlignée suivante, virement à Auto Finance Corporation, 650 $. Motif, paiement Ferrari Julian. Elle a lu la ligne suivante, virement à Montgomery et Béatatrice, 900 $. Motif, complément hypothèque. Elle a lu le suivant, virement à Montgomery et Béatatrice, 1200 $. Motif, paiement hypothèque. Je suis resté parfaitement immobile au milieu de l'allée de l'épicerie et j'ai observé son visage attentivement. C'était comme regarder un bâtiment historique massif s'effondrer au ralentisseur extrême. La posture hautaine et agressive qu'elle avait maintenue pendant les 20 dernières minutes a commencé à s'effondrer complètement. Le sang s'est physiquement vidé de ses joues, laissant sa peau semblable à de la cendre pâle. Sa bouche s'est entr'ouverte. Elle a murmuré qu'elle ne comprenait pas. Ses yeux allaient rapidement d'un côté à l'autre de l'écran, lisant ligne après ligne des virements d'argent massifs, des centaines de dollars, des milliers de dollars, mois après mois, année après année brutale et écrasante. J'ai gardé une voix stable et complètement dépourvue de toute sympathie. Je lui ai dit que je m'en vais lui expliquer très simplement pour qu'elle ne soit pas confuse. J'ai dit, pendant les 6 dernières années, j'ai été la seule raison pour laquelle nos parents n'ont pas perdu cette maison massive. J'ai dit, l'entreprise de construction commerciale de papa a fait faillite il y a bien longtemps. Je lui ai dit qu'il vivait exclusivement sur des cartes de crédit au plafond et mon chèque de paie dûment gagné. J'ai dit, j'ai transféré une moyenne de 1000 $ par mois, chaque mois, directement à leur organisme d'hypothèque juste pour empêcher la banque d'enchaîner les portes d'entrée. Clara a secoué la tête rapidement dans un déni, ses mains tremblant. Elle a bafouillé, disant, non, maman disait qu'ils allaient bien. Elle a dit, papa vient d'acheter ses nouveaux clubs de golf sur mesure. Elle a dit, maman vient de refaire toute la terrasse arrière avec de la pierre importée pour les fêtes d'été. Je ne l'ai pas laissé finir sa rationalisation désespérée. Je l'ai corrigé immédiatement. J'ai dit qu'ils avaient acheté les clubs de golf sur mesure et le mobilier de terrasse importé avec l'argent qu'ils économisaient en ne payant pas leur propre hypothèque. J'ai dit que je leur avais acheté ces choses avec ma souffrance. J'ai continué, enfonçant le clou dévastateur final dans le cercueil de sa réalité. J'ai dit, et Julian, ton précieux frère d'or, n'a jamais été légalement qualifié pour cette Ferrari. Je lui ai dit que j'avais co-signé le prêt massif parce que maman me l'avait supplié. J'ai dit que lorsqu'il claquait ses chèques de commission en costume sur mesure coûteux et en paix de tournées de verre pour impressionner ses faux amis, je payais sa traite de voiture pour que mon propre score de crédit ne soit pas complètement détruit. J'ai tendu la main et j'ai lentement fait défiler le PDF sur l'écran, révélant des pages et des pages de transactions documentées. 6 années entières de servitude financière documentées dans un noir et blanc incontestable.
Je lui ai dit qu'elle avait demandé pourquoi mon compte bancaire était négatif lors de mon dîner d'anniversaire. Je me suis penché juste une fraction, m'assurant qu'elle entende chaque syllabe. Je lui ai dit que c'était négatif parce qu'exactement 3 jours avant ce dîner, maman m'avait appelé en pleurant de manière hystérique parce que les taxes foncières du comté étaient dues et qu'ils étaient drastiquement à court. J'ai dit que j'avais vidé tout mon compte courant pour la couvrir afin qu'une saisie ne soit pas placée sur le bien immobilier. J'ai dit que je m'étais assis à cette table à manger un dîner que j'avais payé sur une carte de crédit à fort taux d'intérêt pendant qu'elle et le reste de la famille me riaient au nez parce que j'étais fauche. J'ai dit, vous vous êtes moqué du gars exact qui achetait silencieusement le toit sur vos têtes et la voiture de luxe dans l'allée de ton frère. Clara a fixé l'écran sans rien dire. Une seule grosse larme s'est formée dans son œil et a coulé sur ses cils inférieurs, traçant son chemin sur sa joue pâle. Mais elle ne pleurait pas pour moi. Elle ne pleurait pas de culpabilité pour la façon dont elle avait traité son jeune frère. Elle pleurait parce que la grande illusion de sa famille parfaite et riche s'était brisée en 1 million de morceaux irréversibles. Toute son identité construite sur la supériorité, les codes postaux et un faux héritage n'étaient qu'une fraude complète. Elle a murmuré, sa voix à peine audible au-dessus de la musique d'ambiance de l'épicerie, demandant pourquoi il ne lui avait pas dit, elle a juré devant Dieu qu'elle n'en savait rien. Elle a dit qu'elle était tellement désolée. Elle a dit que les choses qu'elle avait dites au dîner, la capture d'écran du compte bancaire, elle ne connaissait pas la vérité. J'ai repris mon téléphone, verrouillé l'écran et je l'ai glissé profondément dans la poche de mon manteau. L'absence soudaine de l'écran lumineux a semblé ramener Clara à la dure réalité. Je lui ai dit que la vérité était trop humiliante pour leurs égos massifs. J'ai dit, il est beaucoup plus facile de pointer du doigt le fils qui vit dans un sous-sol humide et de le traiter de déception massive que d'admettre au monde que vous êtes des fraudes financières vivant de sa charité. Clara a tendu une main tremblante vers mon bras. Elle a bafouillé mon nom. Je me suis reculé brusquement pour que sa main n'attrape rien d'autre que de l'air vide. Je l'ai regardée avec une froideur que je ne me connaissais même pas. Je lui ai dit que cela n'avait aucune importance qu'elle soit au courant pour l'argent. J'ai dit, même si j'étais juste un gars fauche qui luttait pour s'en sortir, la façon dont elle m'a traité était absolument vile. J'ai dit, ils m'ont tous montré exactement qui ils sont. J'ai dit, ils ne respectent que l'argent. Et dès la seconde où ils ont pensé que je n'en avais pas, ils m'ont traité comme une ordure. Elle avait l'air complètement brisée, s'appuyant lourdement contre la poignée de son caddie pour un soutien physique. Elle m'a demandé, la voix tremblante, ce que j'allais faire maintenant. Je l'ai regardé une dernière fois. J'ai dit, je l'ai déjà fait. J'ai coupé le cordon. Je lui ai dit que j'avais un nouvel emploi maintenant, une augmentation de salaire massive, et que je déménageais hors de l'État. Je lui ai dit qu'elle pouvait retourner dire à maman et papa qu'il n'y a pas d'avocat, pas de procès, pas de menace de garde sur mes finances, et aucune tactique de manipulation émotionnelle dans le monde entier qui me fera jamais rouvrir mon portefeuille pour eux. J'ai tourné mon caddie. J'ai dit, bonne chance avec la saisie, Clara. J'ai marché le long de l'allée, les roues de mon caddie grinçant doucement sur le sol de linoléum. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas attendu qu'elle s'excuse à nouveau. Je l'ai laissée debout là au milieu des boîtes de céréales du petit déjeuner, tenant les restes brisés et sans valeur de la réputation de sa famille. Faisons une courte pause. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes vraiment extraordinaire. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant la vidéo et en commentant le chiffre ainsi dessous pour que je sache que vous avez été là avec moi jusqu'à ce point. Cela aide non seulement plus de gens à découvrir cette histoire, mais me fait également savoir que mes expériences comptent pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de ce voyage. En moins d'1 heure après cette rencontre brutale à l'épicerie, l'onde de choc massive a frappé le reste de la famille. Clara a dû conduire directement chez nos parents dans une panique absolue et les confronter à la vérité, car soudainement, le ton des messages arrivant sur mon téléphone a complètement changé. Les menaces agressives ont cessé. L'arrogance s'est envolée en fumée. Les singes volants ont soudainement réalisé qu'ils avaient misé sur le mauvais cheval et ils se précipitaient pour être dans mes petits papiers. La tante Vivien, celle qui racontait haut et fort aux clientes de son salon de coiffure que j'étais un monstre et menaçait de me couper des concessions funéraires familiales, m'a envoyé un SMS massif et confus. Clara lui avait apparemment montré les captures d'écran exactes des virements bancaires. Le message de Vivien était un modèle de rétropédalage lâche. Elle prétendait qu'on lui avait menti de manière malveillante. Elle a dit que ma mère l'avait manipulée,
qu'elle était profondément dégoûtée par la façon dont Béatrice et Montgomery m'avaient financièrement exploité pendant toutes ces années. Elle a dit qu'elle voulait m'inviter à un déjeuner chic pour s'excuser comme il se doit. Elle a même mentionné quelque chose sur la réécriture de son propre testament parce qu'elle ne voulait pas que sa sœur touche un seul centime de ses investissements immobiliers par la suite. J'ai lu le long message, n'ai rien ressenti d'autre qu'un mépris pur et sans mélange, et je l'ai supprimé sans répondre. Ils n'étaient tous que des parasites à la recherche d'un hôte. Les jours qui ont suivi la confrontation à l'épicerie ont été un modèle de gestion de crise désespérée et pathétique par mes parents. Une fois que la terrible vérité a été révélée et que leur façade de richesse a été détruite auprès de la famille élargie, ils n'avaient plus aucun endroit où se cacher. Ma mère a envoyé un email long et confus depuis un compte temporaire, étant donné que j'avais bloqué son numéro principal et son adresse email. Elle a joué la carte de la victime ultime, utilisant son statut maternel comme une arme jusqu'à la toute fin. Elle a écrit des paragraphes sur la difficulté d'élever 3 enfants, sur la façon dont l'économie changeante avait ruiné l'entreprise de mon père, et sur le fait qu'il n'avait gardé la vérité à mes frères et sœurs que pour les protéger du stress des adultes. Elle a littéralement essayé de présenter son exploitation financière de ma personne comme un acte de protection maternelle noble et sacrificielle. Elle a terminé l'email en me suppliant de répondre au téléphone. Elle a dit que la banque avait officiellement commencé la procédure de saisie formelle. Elle a admis que l'avocat qu'ils avaient consulté avait dit qu'ils n'avaient aucune base légale pour lutter contre la banque et qu'ils avaient exactement 30 jours pour libérer la propriété avant que le shérif ne se présente pour verrouiller de force les portes et jeter leurs affaires sur la pelouse. Mon père a envoyé exactement un SMS à partir d'un nouveau numéro non enregistré. C'était du classique Montgomery. Il disait « J'étais sous une forte pression lors de ce dîner. J'avais bu trop de vin. Tu sais que je ne le pensais pas. Nous perdons tout, Harrison. Sois un homme et aide ta famille. » C'était la même manipulation toxique qu'il avait utilisée toute ma vie, contestant ma masculinité, exigeant ma loyauté aveugle, refusant d'assumer toute responsabilité réelle pour ses propres échecs catastrophiques. Mais les mots avaient complètement perdu leur pouvoir sur moi. Ce n'étaient que des lettres vides et désespérées sur un écran de verre. Je m'en suis assis sur le bord de mon lit d'hôtel, j'ai ouvert l'application des paramètres de mon téléphone et j'ai bloqué systématiquement chaque nouveau numéro, adresse email et profil de réseau social associé à eux. J'ai bâti une forteresse numérique massive et impénétrable autour de ma tranquillité d'esprit. L'effondrement de leur empire a été rapide, brutal et entièrement de leur fait. Je n'ai entendu les dernières nouvelles que par le biais d'une connaissance commune, un gars avec qui je jouais au baseball et qui vivait toujours dans mon ancien quartier. La banque est allée beaucoup plus vite que ce que mes parents avaient anticipé. Sans le flux d'argent secret pour boucher les trous massifs de leurs dettes, la grande maison coloniale a été mise aux enchères publiques. Mes parents ont été forcés d'empaqueter les meubles qu'ils pouvaient faire tenir dans un camion de déménagement loué et de quitter le quartier huppé sur lequel ils avaient régné pendant 2 décennies. Ils n'ont pas tiré un seul centime de plus-value de la maison. La vente du bien a à peine couvert le capital restant dû, les frais juridiques massifs et les pénalités de retard qu'ils avaient accumulés. Ils ont dû emménager dans un appartement de 2 chambres exigu et sévèrement vétuste du mauvais côté de la ville. Leurs scores de crédit ont été complètement anéantis. Il n'y aurait plus de déjeuner au country club, plus de costumes sur mesure, juste la dure et impitoyable réalité de vivre avec un faible revenu fixe qu'ils devaient réellement gagner eux-mêmes. Mais la situation de Julien était sans aucun doute la plus désastreuse de toutes. Sans sa Ferrari rouge rutilante, il a perdu sa confiance superficielle. Et sans sa confiance, ses chiffres de vente dans la société de logistique ont complètement dégringolé. Il a été placé sous un plan d'amélioration des performances et a finalement été licencié pour ne pas avoir atteint ses quotas. Mais ce n'était pas le pire. Le désespoir l'a rendu imprudent. Dans une tentative paniquée de maintenir son train de vie et de récupérer Pénélope, Julien a commis une erreur fatale monumentale. Il a essayé de postuler pour une carte de crédit personnel à plafond élevé en ligne. Et parce que son propre crédit était détruit, il a en fait imité ma signature et utilisé mon numéro de sécurité sociale pour postuler en tant que co-emprunteur à mon insu. Il n'a pas été très malin. Le système d'alerte contre la fraude s'est déclenché immédiatement parce que l'adresse IP ne correspondait pas à ma localisation et que mes dossiers de crédit étaient fortement verrouillés. La banque a signalé la demande pour vol d'identité. Julien fait actuellement face à un procès civil massif de la part de la société de cartes de crédit et fait l'objet d'une enquête pour fraude bancaire parce qu'il n'a pas pu obtenir de bail pour un nouvel appartement en raison de la saisie du véhicule sur son rapport de crédit. Et sans aucun revenu,
il a dû ravaler sa fierté surdimensionnée et emménager dans la minuscule deuxième chambre sans fenêtre du nouvel appartement délabré de nos parents. L'enfant dort, complètement dépouillé de son or, faisant face à la ruine juridique, vivant exactement la vie pathétique dont il se moquait chez moi. Et Clara, elle a été laissée pour gérer le désastre émotionnel entièrement seule. Elle a dû regarder les parents qu'elle idolâtrait se transformer en colocataires amers et fauchés se disputant constamment sur les factures d'épicerie et les frais d'avocat. Elle a essayé d'agir comme médiatrice familiale, mais sans mon argent pour aplanir les choses, la dynamique familiale s'est effondrée dans des disputes féroces et constantes. Ils avaient passé des années à dire au monde entier que j'étais la déception. Mais au moment où la déception s'est enfin choisie elle-même, tout leur empire debout s'est dissous sous la pluie. Je ne suis pas resté pour les regarder brûler. Je n'avais pas besoin de voir les cendres pour savoir que le feu avait fait son travail. Le lendemain de la signature de mon nouveau contrat de travail, j'ai rempli le coffre de ma vieille berline, j'ai rendu ma clé de chambre à la réceptionniste de l'hôtel et j'ai commencé à rouler vers l'ouest. Le trajet a pris 3 jours entiers. C'était juste moi, la grande route s'étendant à l'infini vers l'horizon, et une sélection de vieux morceaux de rock classique. À chaque frontière d'État que je franchissais, je sentais un poids physique se soulever de mes épaules. Je ne fuyais pas. Pour la première fois de toute ma vie, je marchais enfin vers mon propre avenir. Au moment où je suis arrivé dans une belle banlieue ensoleillée de Phoenix, en Arizona, la poussière chez moi était déjà retombée dans une ruine permanente. 2 mois plus tard, je me tenais au milieu de mon nouveau salon. Le vif soleil du désert pénétrait par les grandes fenêtres, jetant une lumière chaude et dorée sur le vrai parquet en bois véritable. L'appartement n'était pas une grande demeure, mais il était incroyablement beau. Il était propre, lumineux, et le plus important, il était entièrement à moi. J'avais passé le week-end précédent dans un magasin de meubles local, payant avec mon propre argent dûment gagné, choisissant un canapé d'angle confortable, une table basse en chêne massif et un vrai cadre de lit lourd. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne dormais pas sur un matelas bon marché poussé dans le coin sombre d'un sous-sol humide. Je vivais comme un être humain qui compte. Mon nouvel emploi dans la start-up de la Health Tech se passait incroyablement bien. Le salaire de 72 000 $ ressemblait à gagner au loto toutes les 2 semaines parce que je n'avais plus de drainage mensuel parasite massif sur mes finances. Mon compte bancaire augmentait à un rythme rapide que je n'avais jamais connu auparavant. Je m'en suis assis avec un conseiller financier professionnel et j'ai mis en place mon propre plan d'épargne retraite pour préparer l'avenir. J'ai ouvert un compte d'épargne d'urgence solide pour ne plus jamais être pris au dépourvu. J'ai même commencé un petit fonds d'études pour les enfants que j'espère avoir un jour, m'assurant absolument qu'ils n'auront jamais à sacrifier leur jeunesse pour payer mes erreurs. Je construisais enfin un avenir solide et sécurisé au lieu de payer constamment pour le passé arrogant de quelqu'un d'autre. Le PDG Victor m'a appelé dans une réunion virtuelle ce matin-là juste pour me dire à quel point l'équipe exécutive était profondément impressionnée par mon projet d'optimisation du flux de travail. Il a utilisé des mots comme précieux, perspicace et leadership. Il m'a fallu quelques semaines pour arrêter de me préparer à une insulte cachée chaque fois que quelqu'un me complimentait sur mon travail. J'étais tellement habitué à ce que ma famille me démolisse que les éloges semblaient dangereux. Mais j'apprenais lentement à accepter un respect sincère. J'apprenais que j'étais en réalité un homme talentueux et capable qui méritait d'être bien traité. Parfois, lorsque je suis assis sur mon balcon tôt le matin, à boire du café chaud et à regarder les magnifiques montagnes du désert, je pense à ce dîner d'anniversaire. Je pense au rire fort. Je pense au son des verres de vin entrechoqués au-dessus de ma tête. J'avais l'habitude de me demander pourquoi ils m'haïssaient tant alors que j'étais le seul à les sauver de la ruine totale. J'avais l'habitude de penser qu'il y avait quelque chose de fondamentalement mauvais chez moi. Mais je réalise maintenant, avec la clarté absolue de la distance, que ce n'était pas de la haine. C'était un ressentiment profond et agonisant. Au fond d'eux, mes parents savaient qu'ils étaient des échecs absolus. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas survivre dans le monde réel sans que je leur tienne la main. Et parce que leurs égos massifs étaient trop fragiles pour supporter la lourde honte de compter sur leur plus jeune fils, censé être le plus faible, ils devaient constamment me démolir pour maintenir leur illusion de supériorité. Ils avaient besoin que je me sente incroyablement petit pour pouvoir prétendre être grand. Ils avaient besoin de croire que j'étais une déception pour ne pas avoir à se regarder dans le miroir et faire face à leur propre reflet pathétique. Je me suis posé la question la plus difficile qu'on puisse jamais se poser face à des membres toxiques de sa famille.
La question exacte qui garde tant de braves gens piégés dans des cycles vicieux d'abus, que devez-vous aux gens qui n'ont aimé que la version de vous qui les maintenait à l'aise? La réponse est rien. Vous ne leur devez absolument rien. Vous ne devez pas votre santé mentale à des gens qui utilisent votre loyauté comme une arme. Vous ne devez pas votre avenir financier à des gens qui se moquent de vos difficultés actuelles. Vous ne devez pas une relation à des gens qui ne vous appellent que lorsqu'ils ont besoin d'un retrait. Le sang vous rend parent, mais le respect, l'empathie et des limites strictes font de vous une famille. J'ai dû couper complètement mon arbre généalogique pour me sauver la vie. J'ai dû m'éloigner de tout ce que je connaissais pour découvrir tout ce que je pouvais être. Et si je devais tout recommencer, en connaissant la douleur et l'immense culpabilité que je devrais traverser pour arriver ici, la seule chose que je changerais, c'est que je l'aurais fait 5 ans plus tôt. Je ne regarde plus en arrière avec regret. La colère ardente s'est estompée, remplacée par une paix calme et inébranlable. Je ne suis pas une déception. Je suis un survivant. Et pour la première fois en 32 ans, je suis exactement là où j'ai ma place. Construisant une belle vie paisible dans laquelle ils ne seront jamais invités à semer le désordre. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Ce n'était pas facile de revivre ces moments sombres, d'exposer ces blessures à vif au monde. Mais je sais qu'il y a des gens dehors en ce moment même, assis dans un sous-sol métaphorique, vidant leurs comptes bancaires et leurs âmes pour plaire à des gens qui ne seront jamais satisfaits. Souvenez-vous de ceci, votre valeur n'est pas définie par la quantité d'abus que vous pouvez endurer au nom de la famille. Vous avez le droit d'établir des limites dures et incassables. Vous avez le droit absolu de vous éloigner de la toxicité. Avez-vous déjà fait face à quelque chose de similaire avec votre propre famille? Avez-vous déjà dû couper les ponts avec des proches toxiques pour vous sauver de la noyade? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous et nous pouvons tous apprendre de la force des uns et des autres. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer le prochain voyage. Prenez soin de vous et rappelez-vous que votre paix vaut la peine d'être protégée à tout prix.